Alors, je vais commencer par vous présenter. Alors, nous sommes accompagnés de Monsieur Jean-Marc Vézouve-Faure, sénateur du Lot, qui était également ancien maire de Cahors, si je ne me trompe pas. Monsieur Mathieu Belcourt, architecte de l'opération dont on va parler ce matin autour de cette table ronde. Marguerite Marie Poirier, de la frugalité heureuse et créative. Bonjour. Et Adam Soussana, coordinateur du pôle centre de ressources d'Acté, et qui va avec moi co-animer cette table ronde. Donc je me présente, Katia Maï-Bouroda, je suis conseillère nationale de l'Ordre des architectes. Et je vais passer la parole tout de suite à Adam pour présenter un petit peu Acté et le rôle d'Acté et la collaboration avec l'Ordre des architectes. Ouais, absolument, merci beaucoup Katia. Ravi d'être avec vous toutes et tous ce matin. Donc effectivement, de mon côté, je représente le programme Acté. Donc peut-être déjà quelques mots pour vous le présenter, puisqu'il n'est pas forcément entièrement bien connu à ce jour des architectes, des équipes de maîtrise d'œuvre. Le programme Acté, c'est un programme d'accompagnement et de financement sur les questions de rénovation et d'efficacité énergétique pour les bâtiments publics, donc pour les bâtiments des collectivités territoriales. Il a été créé en 2019, donc on a un petit peu plus de 50 programmes. Il a connu 3 volets. Un premier volet doté de 10 millions d'euros, un deuxième volet doté de 110 millions d'euros, un troisième volet doté de 220 millions d'euros dans lequel on se trouve actuellement, et on est en cours de discussion pour un quatrième volet de ce programme. Donc ce programme, il s'articule autour de 2 piliers. Un premier pilier qui est le financement des collectivités territoriales. Donc on est financeur des phases d'ingénierie amont pour les projets de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. On va notamment financer des économes de flux, donc qui sont des postes d'ingénieurs thermiciens en collectivité qui vont accompagner la collectivité en interne sur ces questions énergétiques. On va financer aussi des études et on va notamment financer les équipes de maîtrise d'œuvre pour les projets de rénovation énergétique. C'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui. Et au fil de nos réflexions dans Acté, eh bien, on s'est rendu compte que l'un des enjeux clés des bâtiments tertiaires des collectivités territoriales, c'est bien sûr l'enjeu du patrimoine. Et donc, en pensant patrimoine, on s'est évidemment rapproché du CNOA, qui était vraiment l'acteur évident pour travailler sur les questions patrimoniales et énergétiques avec nous. Et on voit qu'on a cet enjeu patrimonial-là qui est très fort sur les questions énergétiques, puisque bien sûr, lorsqu'on pense rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux, on va avoir une série d'enjeux spécifiques et particuliers à traiter, qu'il est impossible de traiter uniquement avec des énergéticiens, pour lesquels il faut bien sûr travailler main dans la main entre architectes et énergéticiens. Et c'est pour ça qu'on a souhaité se rapprocher du CNOA dans un premier temps et lancer ensemble un appel à projets spécifique dans le cadre de nos financements sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments d'intérêt patrimoniaux. L'idée, c'est de se dire, eh bien, les collectivités territoriales ont enclenché assez largement des dynamiques de rénovation énergétique. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, on va dire, il y a 5 ans était une ambition. Aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Il y a de plus en plus de collectivités qui s'engagent sur ces questions. Pour autant, eh bien, parfois, on peut imaginer qu'elles délaissent un petit peu leurs bâtiments d'intérêt patrimoniaux parce qu'elles trouvent ça un petit peu plus compliqué, plus difficile de se lancer sur ces bâtiments-là. La réponse de cet appel à projet, c'est de dire non, ce n'est pas plus difficile, ça requiert juste une ingénierie et des acteurs spécifiques pour vous accompagner. Et ces acteurs-là, ce sont les architectes et les thermiciens qui travailleraient ensemble. Cet appel à projet, on l'a donc lancé cette année pour financer différentes choses. D'abord, du temps interne, donc des personnes en collectivité territoriale qui puissent travailler sur ces projets-là, puisque si on n'a pas un pilote de projet dans la collectivité, eh bien, c'est compliqué de se lancer. On a ensuite financé des outils et des études, et en particulier une étude qui nous semblait assez cruciale pour travailler sur ces projets, qui était une étude énergétique et patrimoniale amont, qui permet de faire le point sur un bâtiment à la fois d'un point de vue énergétique, donc classiquement ce qu'on va retrouver dans un audit énergétique, mais aussi d'un point de vue architectural et patrimonial, pour anticiper au maximum, avant le recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre, quels vont être les enjeux patrimoniaux et architecturaux du bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de financer ces études, ainsi qu'un lot AMO. On travaille donc main dans la main avec le CNOA sur cet appel à projet. On a aussi le plaisir de travailler sur différentes journées d'animation, mais je pense que je vais vous laisser la parole, Katia, peut-être pour continuer à présenter ça, notamment sur ce qu'on fait ensemble. Oui, donc moi je vais évoquer le partenariat, donc comme tu le disais Adam, entre Acté et l'Ordre, qui est né donc de cette volonté en fait commune d'accompagner cette qualité patrimoniale des bâtiments publics et de réduire en même temps la consommation énergétique sans qu'il y ait un conflit entre les deux, comme on pourrait le penser parfois. Et pour l'Ordre, cette collaboration, elle est importante puisqu'elle s'inscrit
dans le plaidoyer et dans une partie essentielle de notre plaidoyer qui est la réhabilitation de l'existant, surtout avec une approche globale du patrimoine bâti, surtout dans le cadre aujourd'hui des enjeux environnementaux et sociétés auxquels on est confronté actuellement. Je dois rappeler également que l'architecture est d'intérêt public, et ça depuis la loi du 3 juillet 77 sur l'architecture, et que dans ce cadre-là, elle a vraiment un rôle à jouer dans la réhabilitation de l'existant et dans les nouvelles problématiques énergétiques et climatiques, et avec les enjeux des crises sur la biodiversité, des crises économiques, des crises énergétiques. Et bon, pour l'intérêt public de l'architecture, on s'inscrit également dans ce dispositif qui est un maire, un architecte, qui est un dispositif important qui rappelle en fait que la mission de service public dont la profession est investie et ainsi que le rôle que jouent les architectes le rôle que jouent les architectes aux côtés des élus locaux et pour trouver et apporter des solutions auprès des élus locaux. Ils sont 30 000 architectes sur le territoire, en proximité, pour travailler sur tout ce qui est rénovation du bâti, renouvellement urbain, végétalisation des espaces publics. Donc vraiment en proximité avec les élus pour apporter de réelles solutions dans cette vision globale que l'on peut avoir, et à différentes échelles, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient sur du bâtiment. Mais je vais passer tout de suite la parole à monsieur le sénateur pour essayer de comprendre un petit peu la genèse du projet de Cahors et de la rénovation des bâtiments vacants en cœur de ville, me semble-t-il, à Cahors. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Donc moi, je suis arrivé comme maire de Cahors en 2008. Et c'est vrai que le développement de la ville était surtout passé par de l'étalement urbain, que le cœur de ville de Cahors avait été abandonné, on peut le dire comme ça. On était passé de... Cahors, c'est 20 000 habitants. Il y avait 7 000 habitants qui étaient dans le centre ancien, ce qu'on appelle. Et lorsque je suis arrivé en responsabilité, il n'y en avait que 3 000. Donc vous pouvez imaginer le dégât sur le bâtiment, beaucoup d'habitats abandonnés, insalubres, du marchand de sommeil. Et cette idée qu'il va falloir quand même s'intéresser à ces questions du centre ancien, parce que c'est ce qui fait la caractéristique de la ville de Cahors, son patrimoine, son identité, qu'il y a une vraie appétence aussi des citoyens pour connaître leur ville, être fiers de l'histoire de la ville. Et puis nous avions aussi cette contrainte qui pèse sur toutes les villes, de revoir leur développement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on doit être dans la sobriété foncière et que l'étalement urbain a posé d'énormes difficultés, une qualité architecturale de piètre qualité, on va dire. Et donc lorsqu'on est arrivé en responsabilité, on a essayé de faire du renouvellement et de la reconquête du cœur de la ville un de nos objectifs. Alors comme ça a pu être dit, c'est compliqué, ça coûte cher, et puis on se retrouve face à des normes et des lois qui ne sont pas du tout adaptées. D'abord, ce qui est important, c'est l'analyse scientifique. Il y a un document qui existait chez nous, qui était le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé, parce que nous avions cette chance d'être identifiés. Et donc, c'est une étude qui a été lancée avec l'État, à hauteur quand même de 500 000 € quand on est arrivé, et qui avait vocation à identifier l'ensemble de l'intérêt patrimonial de chaque bâtiment, de réfléchir à un véritable projet urbain, c'est-à-dire qu'on ne traite pas que l'habitat, on traite aussi les espaces publics, la question de la mobilité, la question des services, donc avoir une réflexion globale, y compris dans le traitement des espaces publics. Et puis évidemment, c'est posé la question de l'habitat, comment on agit. Beaucoup de propriétaires occupants, beaucoup de propriétaires bailleurs qui finalement ne savaient même plus pour la plupart qu'ils étaient propriétaires de ce bâtiment, l'avaient laissé abandonné. Un coût de rénovation qui est quasiment 2 à 3 fois supérieur au prix du marché.
et donc la nécessité aussi pour la collectivité locale de s'engager. La question de la connaissance est vite arrivée et les contraintes nouvelles que sont notamment la question de la performance énergétique. Et dans le cadre de cette révision du PSMD, nous avions souhaité aussi qu'il y ait un cabinet qui travaille la performance énergétique de ce bâti ancien, c'est-à-dire celui antérieur à 1948, qui est pour la plupart de ce bâtiment à Cahors est un bâtiment médiéval. Et ce qui est intéressant, c'est que de suite, une des remontées qui nous a été faite, c'est finalement le bâti ancien, ce n'est pas des passoires énergétiques. Quand on compare notamment au bâtiment des années 70, il y a une inertie, il y a une utilisation de matériaux naturels qui font que il y a quelque chose à faire. Et y compris, on peut faire de ce bâtiment un bâtiment à l'avant-garde, je dirais, de la performance énergétique. Nous avons regardé aussi autour de nous quels étaient les dispositifs qui pouvaient nous permettre de nous accompagner, de nous aider. Il se trouve qu'il y avait des projets européens, que nous sommes inscrits dans un projet européen qui avait vocation à travailler avec Porto et Victoria-Gasteiz sur cette problématique de la rénovation de notre bâti ancien et la performance énergétique. Et dans ce cahier des charges, je dirais, il y avait la mise en place de bâtiments démonstrateurs. Et nous devions choisir un bâtiment abandonné, médiéval, assez typique, que nous avons racheté et sur lequel nous avons décidé de travailler, mais de manière aussi scientifique, avec les architectes, et Mathieu a été retenu, mais aussi avec le laboratoire de matériaux durables de l'INSA de Toulouse, qui est venu nous apporter cette expertise. Et en fait, c'est un bâtiment qui, d'abord dans sa construction, mais ça Mathieu sera plus à même de répondre, a posé quelques difficultés, a été obligé de s'adapter, mais c'était aussi l'intérêt de pouvoir avancer et puis de tester et faire en sorte aussi ces connaissances-là puissent derrière être partagées. La question essentielle des matériaux biosourcés dont on sait qu'ils sont essentiels pour traiter la performance énergétique dans l'ancien, puisqu'on ne peut pas le traiter avec le neuf, évidemment qu'on ne peut pas faire de la rénovation de l'isolation par l'extérieur, par exemple. Enfin, c'est souvent ce qu'on dit. Et on a regardé comment évoluer ce bâtiment. Il y a un T2, un T4 avec deux locataires qui nous font remonter aussi la qualité d'habiter. Et puis en rez-de-chaussée, l'opérateur qui fait la médiation aujourd'hui sur toutes les aides que nous mettons en place pour encourager la rénovation des bâtiments et notamment s'adapter à la rénovation énergétique. Voilà, aujourd'hui, sur Cahors, je ne suis plus maire, mais il y a plus de 1500 logements qui ont été rénovés. On refait venir de la population active qui apprécie aussi cet élément patrimonial. Et donc l'objectif, c'est évidemment de répondre à cet enjeu qui n'est pas que celui de Cahors, vous en doutez, puisque 30% aujourd'hui du bâti, c'est du bâti ancien, c'est pas rien, que souvent il a été abandonné, on le voit un petit peu partout, et donc que les autres maires étaient face à cette difficulté, beaucoup de maires de villes moyennes qui avaient cette envie, évidemment, parce que souvent le centre ancien, il se paupérise, et puis il y a toutes les difficultés qui peuvent ressortir. Et donc je suis désormais aussi l'actualité comme sénateur, avec la PPL du sénateur Vézélène et puis celle du sénateur Weber, qui ont vocation à dire, bon voilà, il existe ce patrimoine, et puis comment on le traite, notamment sur la question des DPE. Vous ne pouvez pas traiter et mettre en place le DPE avec des normes qui ont été faites pour le neuf. Il faut absolument que les critères évoluent pour que derrière, on puisse avoir des outils qui nous permettent de respecter le patrimoine, et ça c'est quand même essentiel. Il y a eu trop de dégradation, y compris quand on voulait faire de la rénovation énergétique, et puis pouvoir quand même anticiper, parce que ça sera une demande dès demain. Voilà, ne serait-ce que sur le coût de l'énergie. Une question, monsieur le sénateur. Dans votre partenariat comme ça, un maire, un architecte, le choix de l'architecte, vous l'avez fait, vous avez lancé un marché, bien sûr, mais comment ça s'est effectué? Je veux dire, quelles étaient les références que vous demandiez? D'une part, vous parlez effectivement des matériaux. Est-ce que dedans, vous parliez de matériaux biosourcés ou... et est-ce que vous posiez aussi la question de la vision globale de la réhabilitation? Est-ce que c'était que du logement? Est-ce que l'architecte, dans vos échanges par la suite, a fait évoluer votre projet un peu? Comment ça s'est passé, ce partenariat entre vous, architecte et maire, à l'époque? Que Mathieu a été choisi, que
à mon avis, pas un hasard non plus, parce que c'est un architecte que l'on connaissait, qui avait déjà pas mal travaillé sur des bâtiments de ce type sur notre territoire, qui avait aussi cette appétence et cette sensibilité à aller rechercher, à aller faire en sorte qu'on trouve des solutions, qui partageait certainement aussi cet amour de notre architecture médiévale, mais ce sera lui le mieux placé pour répondre. Et qui, oui, évidemment, il y a un retour, forcément, parce qu'il y a de la technique derrière. Il y a déjà la norme qu'il connaît, que nous, on ne connaît pas, parce qu'on voudrait que ça aille plus vite. Et puis, forcément, que lui-même était là pour nous proposer. Sur la question des matériaux biosourcés et géosourcés, c'est l'idéal. Après, c'est plus compliqué, parce qu'il y a la question de filières et d'autres. C'était une demande qui avait été faite, je crois, au départ, notamment sur la question du béton chanvre, notamment sur l'utilisation de la pierre, sur l'utilisation du bois naturel. Donc je pense que ça fait aussi partie des éléments, mais Mathieu sera mieux placé pour dire qu'est-ce qu'il a intéressé aussi dans ce projet, qui est quand même un projet qui lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je le sais, ça n'a pas quand même été très simple, mais j'espère que derrière, il pourra partager cette expérience. Et puis on a quand même ce souci de formation et de faire en sorte que les architectes soient sensibles à ça. Moi, j'ai plein d'architectes qui font de l'architecture moderne. Plein. Et ceux-là, ils sont souvent candidats. Bon. Et on peut parfois, même les élus, parfois se dire, nous aussi, on a droit à l'architecture moderne. Bon. Et en fait, on a besoin de ce travail ensemble pour avoir conscience aussi que quand on va faire quand on va s'appuyer quand on va faire de la réhabilitation, ça va être beaucoup plus simple d'abord d'associer les acteurs locaux. Et ça, c'est une richesse qu'on oublie souvent, qui sont porteurs de valeurs. Tous ces artisans qui vont se spécialiser, qui vont être fiers aussi d'apporter quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et donc, c'est en fait tout un écosystème qu'on met en place, des artisans aux architectes, à la collectivité, pour essayer de transformer la ville, trouver des solutions et après, évidemment, d'être fiers de ce qu'on a fait parce que c'est sûrement un des défis les plus compliqués que j'ai eu à gérer comme maire. C'est tellement plus simple lorsque vous installez un cinéma, lorsque vous installez des commerces, de se dire on va faire ça en périphérie sur du terrain tout neuf, y compris des administrations publiques. Moi, je suis fou quand je vois que les hôpitaux, par exemple, qu'est-ce que vous avez laissé l'hôpital en centre-ville ? Heureusement qu'il est en centre-ville. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes qui viennent travailler, c'est 1000 personnes qui viennent voir les malades. Quand je vois des sièges de conseils de département qui vont en périphérie, alors que vous avez le bâti en centre-ville que vous abandonnez, non, la collectivité, elle doit donner l'exemple. Sinon, votre ville, elle va perdre de son identité. D'ailleurs, je ne sais pas, chacun d'entre nous est touriste. Lorsqu'il va dans une ville, il cherche le centre-ville. Voilà, que vous allez en Espagne, en Italie, vous allez chercher le centre-ville parce que vous dites c'est là que je vais peut-être avoir des choses que je n'ai pas vues ailleurs. Si vous restez sur les entrées de ville, vous aurez toutes les enseignes de restauration, les boîtes à chaussures que vous retrouvez dans toutes les villes du monde, quoi. Donc ça me paraît essentiel de ne pas abandonner ces centres historiques qui font finalement l'image de ce pays. Je crois que je ne sais pas si c'est pas Malraux qui disait les centres historiques, c'est les visages de la France. Il a tellement raison. Oui, et on est heureux de vous entendre dire qu'effectivement, vous êtes un adepte de travailler sur l'existant et de travailler sur ce qui est là et sur la réhabilitation de notre patrimoine. Et je vais laisser la parole donc du coup à Mathieu pour nous expliquer un petit peu le projet, dans son ensemble, les problèmes qu'il a rencontrés ou pas, et comment il a réussi à les résoudre et comment il a été aussi accompagné par les élus. Ok, merci. Déjà, merci de m'inviter à Paris au Salon des maires, parce que je suis un petit architecte sur le territoire du Lot, dans une petite agence. Mais il y a 50% des architectes en France, je crois, qui travaillent seuls, comme moi. Voilà. C'est pas pour ça qu'on ne se bat pas tous les jours pour de la qualité et du sens dans ce qu'on fait. Donc, pour répondre à la question de Jean-Marc là sur effectivement, si moi j'étais spécialisé, moi je suis spécialisé sur les démarches de développement durable et environnemental depuis très longtemps. Il se trouve qu'en étant architecte généraliste dans le Lot, j'ai travaillé beaucoup sur le patrimoine aussi. Et quand j'ai vu passer cette consultation, effectivement, je me suis dit cette consultation, elle est pour moi. Donc j'ai tout fait pour l'avoir.
Et je ne regrette pas, malgré effectivement l'énergie que ça a demandé. Je vais vous passer quelques diapositives, je vais pas simplement pour vous donner le contexte, parce que c'est important de rentrer dans le vif du sujet aussi. Alors je ne sais pas, voilà. Première diapositive, c'est un cadastre de Cahors. Et je ne me lasse pas de regarder ce cadastre, qui est absolument fabuleux. Donc là, vous avez le centre de Cahors, qui s'est développé en fait dans ce qu'on appelle la boucle, c'est-à-dire un méandre du Lot. Donc déjà, c'est le premier point très caractéristique de Cahors, une ville en fait qui est contrainte dans ce méandre. Sur ce cadastre, on voit clairement sur la partie droite une partie qui est très très dense, qui est en fait la ville médiévale, qui était contrainte par une fortification qui correspond en fait aujourd'hui au boulevard Gambetta, donc la grande ligne blanche. Et en fait, pendant 800 ans, la ville s'est construite dans cette partie du territoire qui était très très contraint. Et on voit vraiment que la différence de densité de cette partie médiévale par rapport en fait tout ce qui s'est développé au 19e au 20e siècle. Voilà, donc là c'est la position du bâtiment. Donc le bâtiment à la base c'était deux petits bâtiments qui avaient chacun une emprise à peu près de 60 mètres carrés au sol. La volonté de la mairie, c'était de dire, pour développer des bâtiments intéressants qui donnent envie de vivre et qui permettent de vivre avec des surfaces suffisantes pour pouvoir habiter, il est intéressant de regrouper les bâtiments, essayer de retrouver en fait de l'espace pour apporter en fait un confort et une qualité architecturale. Donc la commune en fait a acheté les deux bâtiments et a lancé un projet sur la rénovation de ces deux bâtiments. Alors, je vous montre là une photo du bâtiment tel qu'il était quand on a commencé à travailler dessus. Donc c'était un bâtiment du XIIe et XIIIe siècle qui a été remanié au XVIIe siècle comme beaucoup des bâtiments de Cahors. Donc à Cahors il y a un très beau patrimoine du XIIe, XIIIe et XIVe siècle, puis après du XVIIe siècle. Et ça fait un peu que la caractéristique de cette ville. Donc beaucoup des bâtiments sont dégradés, d'autres sont en bon état, et celui-là était particulièrement dégradé puisqu'il avait de grosses problématiques structurelles, avec des murs très peu solides, avec beaucoup de trous, des pierres d'angle et des pierres d'encadrement très dégradées. Au niveau du patrimoine, en fait, c'était un ancien bâtiment à pans de bois avec quelque chose de très ouvert sur le rez-de-chaussée qui avait été refermé au cours des siècles. Donc en fait, c'est un bâtiment qui avait été choisi par la mairie parce que on pouvait finalement faire beaucoup de choses avec, parce qu'en fait, au niveau patrimonial, il restait plus grand-chose. Et donc l'idée, c'était aussi de se dire, lâchons-nous sur ce bâtiment, essayons d'apporter du confort et réinterprétons un peu le patrimoine par rapport à ce qu'on peut en faire. Alors, donc moi je suis arrivé sur ce projet, la mairie avait lancé une consultation avec un accompagnement par l'Europe qui s'appelait le projet Sud-Ouest européen. Sur ce projet, il y avait 3 ambitions qui étaient vraiment essentielles. La première chose, c'était concilier la performance énergétique et le patrimoine ancien. Voilà, l'idée c'était de dire réfléchissons et ne faisons pas les bêtises qui sont faites habituellement, c'est-à-dire utiliser des matériaux contemporains sur du bâti ancien qui font que ça dégrade en fait le bâti ancien. Voilà, je prends un exemple simple de l'enduit ciment ou des choses comme ça. Cette démarche, qu'on appelle l'énage Emerpat, elle avait été déjà travaillée en amont. L'idée, surtout sur les bâtiments de Cahors, c'est de permettre les remontées de capillarité de l'hydrométrie, parce que Cahors est un site qui est inondé en grande partie, les sous-sols des maisons sont inondés en grande partie, et donc les murs servent de pompe à humidité, et l'humidité remonte par capillarité dans les murs et après est évacuée.
Et quand on intervient avec des matériaux soit ciment, soit même de la laine de bois avec du placo, on empêche ça. Donc il fallait trouver en fait des solutions qui permettent de mettre en valeur le patrimoine et de répondre à une performance énergétique sur du bâti ancien. Donc ça, c'était la première volonté. Deuxième volonté, c'était aborder la notion de confort et la notion d'usage. Voilà. Ces bâtiments qui faisaient presque 50 mètres carrés au sol, ils étaient difficiles à habiter aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de démontrer, donner envie en fait, aux Cadurciens d'habiter dans l'ancien. Donc réapporter, retrouver du confort sur ces bâtiments. Et le troisième point qui était pas non plus, qui était aussi essentiel, c'était développer une chaîne de valeur territoriale autour de la rénovation des bâtis anciens. Donc en fait, retrouver des filières, enfin consolider des filières, travailler sur de nouvelles filières si c'est nécessaire, travailler sur le savoir-faire local et vraiment travailler sur effectivement de la compétence locale. Voilà, donc moi ces trois items, je les ai travaillés donc avec une équipe, avec des bureaux d'études. Je les ai travaillés beaucoup aussi avec le service de la ville de Cahors et notamment le service patrimoine de la ville de Cahors qui était très motivé là-dessus. Donc on a fait pas mal de réunions pour essayer de trouver des compétences, de s'assurer que ce qu'on allait mettre en œuvre allait fonctionner. Et voilà. Et donc là, je vais vous prendre 2-3 exemples de choses qu'on a fait parce que je pense que je n'ai pas toute l'après-midi. Juste 2-3 petits exemples de matériaux qu'on a choisis, qui correspondaient, qui permettaient de cocher en fait ces trois objectifs. Le premier exemple, c'était l'utilisation du chaux-chanvre, donc en isolation intérieure. L'idée, c'était de trouver un matériau qui isole les bâtis et la maçonnerie et qui laisse passer donc l'hydrométrie et qui laisse passer, qui soit perspirant exactement, qui laisse passer l'hydrométrie qui permet de remonter l'humidité du sous-sol et de l'évacuer, mais qui permettent aussi d'apporter un confort intérieur parce qu'un matériau qui est perspirant, il permet d'absorber l'humidité même des usagers et de le restituer plus tard. Donc il y a aussi une question de confort d'usage avec des matériaux comme ça. Il se trouve que dans le Lot, on avait une filière chanvre qui était en train de se mettre en place. Une filière chanvre textile qui s'appelle Virgocop. C'est une coopérative qui s'occupe de remettre en place dans le sud de la France une filière de textile chanvre. La chaîne VOT qui est utilisée dans le bâtiment pour isoler les bâtiments, c'est en fait une matière, presque un déchet de la fibre textile. Parce que quand on a une fibre textile, on a la paille qui est la partie extérieure de la fibre qui est utilisée pour le textile. Et l'intérieur de la paille, qu'on appelle la chaîne VOT, est utilisée pour le bâtiment ou pour le paillage, enfin pour plein d'autres choses. Et donc du coup, on trouvait ça complètement pertinent de partir sur le chaux-chanvre pour des questions de préservation de patrimoine, de performance énergétique et aussi de confort et de valorisation des filières locales. Donc voilà, ça par exemple, ça a été un choix qu'on a fait pratiquement dès le début. On a fait des réunions avec des entreprises, avec 2 entreprises locales qui avaient aussi investi dans des machines pour projeter le chaux-chanvre. Donc il y a eu tout un travail comme ça qui a été fait sur ce matériau. On voulait aussi un rendu qui soit agréable, donc on a fait travailler sur des échantillons de rendus parce qu'on peut avoir des rendus chaux-sable ou des rendus avec plus de fibres. Et donc on a travaillé aussi ces différents types de rendus sur l'intérieur des bâtiments pour effectivement apporter un effet de confort aux usagers. Le deuxième sujet qui nous a semblé vraiment important, c'était la filière bois, parce qu'en fait dans le Lot, on a très peu d'industrie. Et que finalement, quand on se dit avec quoi on peut construire, on est vite limité. Il y a le bois, la pierre et le chanvre maintenant. Et donc du coup, on a décliné un peu tous les usages du bois dans le bâtiment, avec l'usage notamment assez intéressant de planchers
Alors on est parti sur des planchers avec des structures bois, donc c'est du Douglas massif, sur lequel on a mis un plancher peuplier. Donc tout ça c'est du bois pour lequel on a vraiment tracé l'origine. On a imposé en fait aux entreprises de travailler avec des scieries locales. Donc comme les scieries du Lot sont plutôt petites, on sait qu'elles s'approvisionnent assez proches. Et donc du coup c'était une manière en fait, sans imposer une provenance, de travailler, de s'assurer que le bois était d'origine locale. Sur ce complexe, donc poutre en Douglas et plancher peuplier, on a coulé une dalle de béton. Alors oui, on a utilisé du béton. Ce béton, il avait deux vertus. La première vertu, c'était de renforcer la structure du bâtiment, parce qu'on était vraiment sur un bâtiment très dégradé et il était important de pouvoir reconsolider l'ensemble. Et puis, l'autre vertu, c'était faire une isolation inter-bâtiment assez performante, parce que en fait, on superposait des fonctions, c'est-à-dire qu'on avait des bureaux et des logements, et que le béton, ça permettait d'atténuer vraiment les bruits entre les niveaux. Puis après, dessus, on a fait un plancher chauffant. Le bois, on l'a utilisé aussi pour les menuiseries. Donc là, on est parti avec du chêne rabouté, qui était d'une fabrication locale avec des entreprises locales. Je vais peut-être faire juste... Ouais. Oui, pardon. Voilà. Par exemple, celle-là, voilà. On voit. Donc là, on a fait des dessins assez fins sur les différentes menuiseries. Donc tous ces dessins ont été faits en concertation avec l'entreprise qui a été retenue, histoire d'avoir quelque chose qui soit cohérent par rapport au patrimoine qu'on retrouve à Cahors, et d'avoir aussi des choses qui ne sont pas trop grosses, parce que quand on part avec des doubles vitrages, très rapidement, on se retrouve avec des profils assez importants. Et c'était important de travailler en fait la finesse, et voilà, donc il y a eu tout un travail de fait sur ces menuiseries. Le bois, on l'a utilisé bien sûr pour la charpente bois, qui était aussi une charpente avec du bois local. Et puis on l'a utilisé aussi à l'intérieur pour tout ce qui était mobilier. Donc voilà, le deuxième matériau vraiment qu'on a privilégié, c'est le bois. Et le troisième, c'est la pierre. Il se trouve que dans le Lot, on a encore des carrières qui sont plutôt en Dordogne, mais en limite Lot, qui fonctionnent. Donc on a absolument voulu travailler sur la pierre, donc deux manières différentes. Première manière, c'est pour les encadrements de fenêtres qu'on a travaillé. Alors là, j'ai pas de photos. On a travaillé avec de la pierre locale et en utilisant des machines qui servent à décaisser la pierre, notamment pour faire des bacs à douche, choses comme ça. Et nous, on est resté sur cette idée en travaillant sur des textures assez contemporaines, mais en utilisant les matériaux locaux. Mathieu, Ouais, je te coupe 2 secondes. Ouais. Juste le travail avec les entrepreneurs locaux et les filières locales, il était pensé en amont du projet, c'est-à-dire avant ou au moment de la réponse qui a été faite lors de l'appel à la candidature, tu avais déjà pressenti un certain nombre de partenaires et d'entreprises locales. Comment ça s'est agencé, enfin comment ça a fonctionné ce travail avec les entreprises locales? En fait, on l'a fait en cours de conception, donc bien tout au début de la conception du bâtiment, avec notamment le service patrimoine de la ville de Cahors. On a décidé de faire des réunions pour travailler avec les entreprises locales, notamment sur le chanvre. Alors la pierre, on connaissait l'entreprise, donc moi je suis allé les voir, j'ai ramené des photos. Enfin, il y a eu tout un travail d'aller-retour effectivement avec les entreprises qu'on avait pressenties pour travailler sur le projet, quoi. Ouais. Donc il y a un grand travail de préparation. On n'a pas juste fait une consultation comme ça sans savoir où on allait, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps j'ai parce que je peux décliner beaucoup de choses comme ça où en fait la démarche elle était voilà. Donc juste pour finir avec la pierre. Après, je m'arrêterai peut-être là pour laisser la parole un peu aux autres. Donc la pierre, on a utilisé cette pierre neuve, mais il y a eu aussi un gros travail de consolidation du bâtiment avec la pierre du site. Parce qu'en fait, le bâtiment il était très dégradé.
Et on a démoli des murs intérieurs qui servaient des murs de refend, notamment entre les deux maisons. Et on a réutilisé cette pierre pour consolider d'autres parties du bâtiment. Et il y a eu un travail vraiment important de réutilisation qui se fait en fait de manière très simple pour le coup. Parce que ça coûte moins cher à une entreprise de réutiliser les matériaux qui sont sur place plutôt que de les évacuer et de les remettre en place. Et c'est des choses, ça pour le coup, qui sont très ancrées localement. Toutes les entreprises tradies, elles font comme ça. Elles stockent des matériaux qu'elles réutilisent sur d'autres chantiers ou elles les réutilisent sur le même chantier quand elles peuvent. Voilà, donc en fait cette démarche, elle met en œuvre des choses qui sont assez traditionnelles. On s'appuie vraiment sur les savoir-faire traditionnels. Et en même temps, on invente des choses, comme le chaud-chambre, c'est quelque chose qui est assez récent. Et là, pour le coup, on utilise des techniques beaucoup plus innovantes. Et tout s'est fait un peu comme ça, toujours en essayant de répondre à ces trois objectifs qui étaient fixés par la mairie de Cahors, quoi. On voit l'importance parmi les 30 000 architectes qui couvrent l'ensemble du territoire et cette possibilité justement de travailler en proximité avec les élus et avec leur territoire. Comment justement on arrive à développer des filières locales. Monsieur le sénateur, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai senti que vous aviez... Et pour compléter, Mathieu a été très complet. Mais on se pose la question de la performance énergétique. On se pose aussi la question des énergies renouvelables en fait. Et c'est vrai que moi de prime abord, je disais comme l'ABF, pas question d'avoir du panneau photovoltaïque sur cette huile canal qui sont quand même l'identité. Et puis quand vous montez sur les hauteurs, c'est ce qui crée l'identité, c'est-à-dire cette huile canal médiévale. Bon. Et en fait, on y est arrivé avec l'ABF à partir d'un projet architectural pour réussir à avoir quelques panneaux qui quand même participent du chauffage et donc pour dire que finalement rien n'est impossible, y compris la question des énergies renouvelables. Sur le reste, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est pas grave, vous me réinterrogerez. On va peut-être donner la parole à Marguerite sur justement l'utilisation des matériaux biosourcés dans l'architecture et dans la rénovation du bâti ancien, et pas que d'ailleurs. Et pas que. Merci. Alors, moi je représente le mouvement pour la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires. On ne parle plus du tout d'aménagement, nous. Il s'agit de ménager tout cela. Alors, c'est un mouvement qui est né il y a 7 ans, à base d'un manifeste pour cette architecture que déjà presque 18 000 personnes ont signé. Voilà. Ce manifeste, il dit quoi? La part des bâtisseurs est lourde dans le réchauffement climatique, très lourde. 40% environ de nos gaz à effet de serre, directement ou indirectement. C'est énorme. Il faut que ça cesse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on promeut une architecture frugale, en territoire, en énergie, en matériaux, en technologie, et on essaie de fédérer tous les bâtisseurs autour de ces valeurs communes. On n'aménage plus, on ménage. On ne construit plus. Je dis ça devant des archis. On ne construit plus, mais on réhabilite, on rénove, on restaure, on réutilise. On réutilise comment? Évidemment, à partir des friches, à partir de l'existant, à partir de ce qu'on appelle le déjà là, et à partir aussi du réemploi, évidemment. Et d'ailleurs, tant qu'on a un sénateur sous la main, je signale que notre mouvement a lancé, il y a 3 ans, une pétition pour une TVA réduite sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Et pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. On compte sur vous, monsieur le sénateur, pour pousser un peu la chose. Parce que vraiment, il s'agit maintenant d'économiser tout. On en reparlera, n'est-ce pas? C'est l'heure des amendements. Alors, qui sommes-nous en fait? Beaucoup de bâtisseurs, des architectes évidemment, mais des ingénieurs, des élus, des bureaux d'études et de simples citoyens engagés dans cette volonté absolue d'arrêter l'extension
terrible et d'arrêter le gaspillage énorme qui se fait dans nos sociétés à propos de l'acte de bâtir. Hein. Alors, on est ravis d'entendre cette réhabilitation. D'ailleurs, comme par hasard, nous faisons beaucoup de publications. Cette réhabilitation, c'est le hasard total, hein, je vous promets, elle est dans une de nos publications. Nous avons des publications sur chaque région. Elle est là aussi. Avec 26 exemples, 20 exemples, 22 exemples de réhabilitation frugale un peu partout en France. Et on se contente d'essayer d'inspirer tous les gens qui ont signé ce manifeste. L'association, en fait, elle est là pour appuyer, aider tous les gens qui veulent construire autrement. On fait des frugatours, c'est-à-dire on prend les élus et puis on les promène dans nos belles réalisations architecturales. On va se faire un frugatour bientôt à Cahors, c'est pas possible autrement. On en a fait dans l'Est, il s'en crée un actuellement en Île-de-France. C'est-à-dire qu'en fait, on se veut inspirant, on se veut aidant. Et par exemple, on parlait de vos ressources locales. Eh bien, à la frugalité, nous avons fait sur notre site frugalité.org, nous avons fait un recensement de toutes les ressources locales. C'est la cartographie, c'est un de nos groupes de bénévoles, hein, uniquement des bénévoles. Un de nos groupes qui recense toutes les ressources locales. Alors c'est le bois, c'est la pierre, c'est le réemploi, c'est le chanvre, c'est la chaux, etc. Et ce sont aussi les ressources en êtres humains, en compétences, en artisans. Hein, ce sont les scieries, ce sont les carrières, ce sont tous les gens qui peuvent aider les bâtisseurs à construire plus intelligemment, en dépensant moins, en gaspillant moins. Et on est en train d'écrire un livre, par exemple, sur l'économie de la réhabilitation, l'économie du bâtiment, en disant la frugalité ne coûte pas plus cher, bien au contraire, si on sait, comme vous venez de nous montrer, utiliser les artisans locaux. Hein. On est quand même dans une mobilisation de main-d'œuvre intelligente et on mobilise moins les cimenteurs, nous, que les artisans locaux. Hein. On n'en a après personne, mais on en a pour des projets intelligents et on les promeut, on les montre. On vient d'écrire un livre, enfin on écrit beaucoup de livres, mais cette collection Architecture frugale est déjà très, très abondante et on sort une revue quasiment tous les ans, voire deux quelquefois. Et puis on a écrit plein de livres, par exemple Commune frugale, pour messieurs les maires, messieurs et mesdames les maires, qui veulent s'inspirer de nos principes. Et on est là en appui avec tous ces gens qui sont dans la réhabilitation frugale, dans la projection pour un bâtiment plus humain, plus sobre, hein, plus agréable à vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le rôle du partenariat entre Acté et l'Ordre des architectes de montrer aux collectivités par des exemples de projets et de réalisations comme ça importantes, démonstratives que l'on peut concilier à la fois préservation et mise en valeur du patrimoine et en même temps économie d'énergie et amélioration. Je vais peut-être laisser la parole à Adam pour dire un mot. Je peux juste ajouter qu'à votre disposition, nous avons sorti un journal des possibles avec plein d'exemples inspirants pour les maires, les archis qui ont envie de construire mieux. Merci beaucoup. Avec Acté. Effectivement, moi j'ai trouvé ça complètement passionnant là, de voir le projet de Cahors. C'est complètement une des sources d'inspiration qu'on peut avoir pour l'appel à projets qu'on coordonne aujourd'hui et auquel le CNOA participe. Aujourd'hui, on a 9 projets qui ont été sélectionnés dans cet appel à projets pour 600 000 € de subvention. Et entre guillemets, pour nous, ce n'est que le début. Ce n'est que la première expérimentation pour nous de lancer ces projets-là. On espère que des projets comme celui de Cahors qui sont bouclés, qui sont finalisés, sur lesquels on a des très beaux retours d'expérience comme ça, vont pouvoir inspirer un maximum d'élus. On sait aussi que l'inspiration, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir les moyens de faire et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre à disposition ces ressources pour pousser un maximum de collectivités à s'y intéresser. Je voudrais réagir au moins sur 2 autres points que vous avez abordés sur la question des matériaux biosourcés notamment. D'où c'est une expertise qu'on pousse beaucoup aussi dans les collectivités territoriales aujourd'hui. On sent que le développement de ces filières, et on le voit très bien je pense dans l'exemple que vous avez eu à Cahors, il est crucial pour faire en sorte que la qualité environnementale des projets elle soit globale et qu'on ne centre pas les projets uniquement sur l'énergie.
Donc là, on a la chance d'élargir énergie, bâtiments, patrimoniaux, mais bien sûr, il faut élargir à la qualité environnementale globale des projets pour arriver à des projets qui soient vraiment intéressants et qui permettent au territoire de se nourrir, de rayonner et d'augmenter aussi leur attractivité. Et je voudrais réagir sur un autre point qu'a soulevé monsieur le sénateur, qui était particulièrement intéressant. C'est aussi celui de dire finalement les bâtiments patrimoniaux, ce n'est pas le problème, c'est la solution aussi, puisque vous le pointiez. Les techniques constructives qui existaient, par exemple à l'époque du Moyen-Âge, comme vous l'avez souligné dans le bâtiment qui était étudié, eh bien, elles sont finalement peut-être plus intéressantes que d'autres techniques constructives ultérieures qui ont des isolations qui sont moins bonnes, qui font finalement, thermiquement, sont moins intéressantes. Donc, in fine, nous s'intéresser aux bâtiments patrimoniaux, c'est aussi trouver les solutions dans notre passé, dans notre histoire, pour arriver à des solutions énergétiques, environnementales qui sont intéressantes. Et pour finir peut-être là-dessus, vous l'avez dit aussi, cette question de l'histoire, de l'identité, du territoire, pour nous, elle est cruciale. On parle de transition énergétique chez Acté, on parle de transition énergétique des bâtiments et on cherche à l'accompagner. On pense que cette transition énergétique, elle ne se fera pas si elle n'est pas ancrée dans notre histoire et si elle n'est pas finalement belle et inspirante. Et je pense qu'avec ce genre de projet, on voit que c'est tout à fait possible de concilier beauté, qualité du patrimoine et qualité énergétique et environnementale. Eh bien, merci. Je pense que voilà. Merci à vous. Merci pour ces témoignages.